Je m'appelle Valentin Gengros, j'ai 32 ans, je suis breton et journaliste indépendant depuis 2014. Et cette même année, je me suis spécialisé dans les infiltrations. J'ai publié un premier livre en 2017 qui s'appelle Les Enchaînés, qui était le fruit de 5 reportages infiltrés dans des entreprises du nord de la France. J'ai ensuite travaillé sur un cache investigation sur France 2, où avec une caméra cachée, je montrais les conditions de travail dans un entrepôt Lidl. Et en 2020, en septembre 2020, j'ai publié Flic, un journaliste a infiltré la police, qui est donc le fruit d'un reportage de 2 ans dans la police nationale. Ok, qu'est-ce qui vous a amené du coup à infiltrer la police particulièrement? Je suis parti d'un constat qui est assez simple, hein, c'est que la police, on l'aime ou on la déteste. Dans la population, vous avez des gens qui vont être plutôt pro-police, qui vont plutôt dénoncer la désagrégation des conditions de travail des policiers, et vous avez une partie de la population qui va au contraire détester les policiers. Tout le monde déteste la police, c'est un slogan qu'on entend en manifestation, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver facilement dans la société. Et eux, ces personnes-là, vont plutôt dénoncer les violences policières. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir raconter un petit peu les deux. C'est-à-dire les violences policières au quotidien et aussi parler du mal-être des policiers. Donc c'est ce que j'ai fait en essayant de mettre une vision un petit peu dépassionnée là-dedans, puisque quand on parle du sujet police, c'est toujours très clivant. Comme je l'ai dit, on est toujours très pour ou très contre. Votre livre a déclenché une procédure administrative et une procédure judiciaire, c'est-à-dire que le parquet de Paris a engagé une procédure à l'encontre des policiers que vous dénonciez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'affaire et les suites de cette affaire, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est au niveau de la procédure judiciaire? Alors sur l'affaire en elle-même, ça se passe un après-midi dans le 19e arrondissement. Je suis dans une voiture de police avec 3 autres policiers. Et on est appelé parce que des adolescents ont mis de la musique trop forte en bas d'une barre d'immeuble. Et on est requis, pour reprendre le mot policier, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aller sur place et de faire cesser l'infraction. Donc on demande aux adolescents de couper le son de leur musique, qui était sur une enceinte amplifiée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 10 minutes plus tard, un des adolescents va être frappé par un policier en bas de chez lui, devant ses amis. Il va être tabassé dans la voiture de police, pardon, et il va être à nouveau frappé en arrivant au commissariat. Dans la foulée, les policiers dont je fais partie vont rédiger un procès verbal d'interpellation. Donc en gros, on raconte ce qui s'est passé, ce qui a amené à l'interpellation de ce mineur, sauf que tout est faux dans ce procès verbal d'interpellation, et c'est ce qu'on appelle un faux en écriture publique. Voilà. Chose qui est extrêmement grave pour des policiers. C'est plus grave que de frapper le mineur, par exemple. C'est passible de 15 ans de prison, des assises et de 225 000 € d'amende. Dans la foulée, le policier ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il va frapper, après avoir frappé l'adolescent, il va déposer plainte pour outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et le lendemain seulement, l'adolescent va déposer plainte à son tour pour violence policière contre le même policier. Comme vous avez plainte contre plainte, les 3 autres policiers, dont je fais partie, nous allons être auditionnés par une enquêtrice du même commissariat, du 19e arrondissement. Et au moment où moi je vais être auditionné, cette enquêtrice-là me dit « c'est une formalité, t'inquiète ». Donc je comprends moi à ce moment-là que les dés sont pipés, si vous voulez, que les règles du jeu elles sont truquées. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais couvrir le policier qui a frappé. Tout ça évidemment je le raconte dans mon livre. Très bien. Donc du coup, dans cette affaire, à la sortie de votre livre, la préfecture de police de Paris a demandé une enquête administrative et le parquet, le procureur de Paris a saisi aussi l'IGPN pour une enquête judiciaire. Est-ce que vous avez été convoqué sur ces 2 volets? Quelles sont les suites? Est-ce que vous savez où en est l'enquête? J'ai été convoqué en octobre 2020 à l'IGPN dans le cadre de l'enquête judiciaire. Donc pendant 4 heures, j'ai dû m'expliquer sur toutes les violences policières que je peux dénoncer dans le livre, notamment cette affaire Konaté que je viens d'expliquer. J'explique aussi les autres. Voilà. C'était un petit peu un jeu de poker menteur avec l'IGPN parce qu'ils m'ont demandé de donner les noms des policiers, puis j'aurais dit vous avez les moyens de travailler, donc vous allez les trouver, puis finalement je me suis rendu compte qu'ils les avaient déjà, enfin c'était un petit peu étonnant. Pour la suite, normalement il y a une audition pour une enquête administrative, j'attends de voir où ça va me mener. Très bien. Et sur les répercussions politiques de vos dénonciations, est-ce que vous avez été sollicité par des responsables politiques, peut-être par le ministère de l'Intérieur? Est-ce que les groupes politiques, les députés,
chefs de groupe vous ont contacté pour finalement donner un peu plus d'ampleur à votre livre ou documenter justement le travail, enfin l'IGPN, les réformes, éventuellement réforme de l'IGPN, réforme de la formation de la police. Est-ce qu'on vous a appelé justement sur ce sujet? J'ai été contacté par 3 députés, donc Daniel Obono, Hugo Bernalicis de la France Insoumise, également Mounir Majoubi, qui est le député du 19e arrondissement, c'est sa circonscription, donc il est directement concerné par ce qui peut se passer dans le 19e. Autrement, j'ai été contacté par la mairie de Paris, par une conseillère municipale qui est Europe Écologie Les Verts, par un conseiller d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Voilà, pour le côté politique. Pour le côté syndicat de police, il y a eu des réactions également. Ça a été de dire, quand Gendreau parle du mal-être des policiers, il a raison. Par contre, tout ce qui concerne les violences policières, c'est n'importe quoi. Ça, cette réponse-là, elle est intéressante parce qu'une fois de plus, on est dans le déni de réalité. Quand il s'agit de parler des vagues de suicide, quand il s'agit de parler du manque de moyens, ces syndicats de police sont là. Par contre, quand il s'agit de dénoncer les agissements de certains policiers pour des comportements violents, racistes, là, il n'y a plus personne. Et ça montre bien l'omerta générale qu'il peut y avoir dans les rangs policiers. Ok, effectivement, depuis la sortie de votre livre, on a eu le départ effectivement de Noam Amnoir et Alexandre Langlois qui ont quitté le syndicat de police. On a eu un commissaire qui est effectivement aussi poursuivi au niveau administratif pour ses dénonciations de violences policières. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire sur justement, vous l'avez dit, cette omerta? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à changer dans l'institution policière et qu'est-ce qui vous semble le plus utile ou le plus pressant à réformer? Il faut que cette minorité de policiers qui ont des comportements racistes et violents, qu'ils soient sanctionnés, condamnés, voire révoqués, parce qu'aujourd'hui c'est pas suffisamment le cas. Dans le livre, je parle de la dégradation des conditions de travail des policiers, ça englobe tout le monde, tous les policiers, en tout cas tous ceux avec qui j'ai pu travailler dans le 19e arrondissement. Par contre, les comportements racistes, violents, c'est une minorité. Sauf que pour moi, c'est toute la corporation policière qui peut pâtir de dégradation entre la police et les habitants, simplement parce que cette minorité-là, les pommes pourries dans le panier, vont dégrader au quotidien ces relations-là. Donc je pense que cette minorité de policiers-là, dans la brigade dans laquelle je travaillais, il y en avait 5-6 qui avaient des comportements qui n'étaient pas du tout des comportements républicains sur les 32 de la brigade. Je pense que ceux-là, on doit les écarter. La police doit faire le ménage elle-même. Si elle n'est pas capable de faire le ménage elle-même, ce que je crois, il faut qu'on ait une IGPN qui soit forte. Et pour qu'on ait une IGPN qui soit forte, il faut qu'elle soit indépendante. Et qu'on puisse tendre vers un système anglais, par exemple, où vous avez non pas des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers, mais des gens qui sont issus de la société civile ou qui sont juristes, qui sont avocats, qui viennent du monde associatif, qui sont policiers aussi, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit minoritaire. C'est avec plus d'indépendance, vers une IGPN plus indépendante, qu'on aura, à mon avis, la possibilité de faire le ménage dans les rangs policiers de ces comportements déviants-là. L'idée, évidemment, c'est pas de condamner l'ensemble de la corporation policière, de condamner tous les policiers avec qui j'ai pu travailler, parce que ça serait malhonnête de ma part de le faire. Mais je pense que si on veut restaurer le lien police-habitant, c'est d'abord en enlevant ceux qui posent problème. Peut-être une dernière question, parce qu'on ne va pas rester que sur les violences policières. Effectivement, on est conscient, nous aussi, à la France Insoumise, qu'il y a des problèmes de moyens, humains, matériels, qu'il y a, comme vous l'avez dit, des dégradations des conditions de travail, vous l'avez très bien documenté. Qu'est-ce qui est pour vous le plus urgent pour aider la police dans la réalisation de son travail? Est-ce que c'est modifier les missions? Est-ce que c'est juste du moyen financier? Quel est pour vous le point saillant dans les difficultés de la police dans ses missions du quotidien? Pour moi, le plus urgent dans ce qu'il faut améliorer dans le quotidien des policiers, c'est la prise en charge psychologique. Parce que quand vous êtes policier, vous brassez de la misère sociale, de la misère humaine, et ça, c'est tous les jours. Et c'est dès le début de votre journée de travail jusqu'à la fin de votre journée. Et il n'y a pas de suivi psychologique. Un psychologue, il est à cheval sur plusieurs commissariats d'arrondissement. Et dans cet univers viril de la police, c'est difficile d'aller voir un psychologue devant ses collègues, parce que vous allez passer pour quelqu'un de faible. Je pense qu'il faut mettre en place un suivi psychologique pour tous les policiers. Voilà. Ça peut paraître un peu... C'est pas bizarre de dire ça, ça peut paraître un peu étonnant peut-être de mettre ça en termes d'urgence, mais l'année dernière, vous avez une quarantaine de policiers qui sont suicidés, l'année d'avant vous en avez eu 59. Le suicide d'un policier, c'est quelque chose qui est devenu banal.
Moi j'ai 32 ans, j'ai l'impression d'entendre parler de suicides de policiers, de gendarmes, de militaires, de douaniers, etc. depuis que j'ai 4 ou 5 ans, depuis que je suis en âge de comprendre ce qui peut se passer. Et je trouve ça absolument insupportable que des agents de l'État se suicident, notamment en raison de leur travail. Donc, comme c'est un métier où vous brassez beaucoup de violence, beaucoup d'anxiogènes, il faut qu'ils puissent avoir des béquilles, des supports au quotidien. Et ça passe, à mon avis, par un meilleur suivi psychologique. Que les policiers arrêtent de se cacher derrière ce qui ne va pas, derrière leurs propres mots. Quand vous commencez une journée de travail, il est 6 h du matin et on vous dit vous allez dans l'appartement d'un mort, vous y restez 4 heures, évidemment que c'est extrêmement choquant. Vous pouvez être sur des accidents de la route, vous pouvez être sur des gens qui vont se déféquer dessus, des choses comme ça. C'est extrêmement choquant et ça c'est tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment la coupe est pleine. Et ça c'est vraiment un axe d'amélioration important. Écoutez, merci. Je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. Est-ce que, donc au-delà de ça, un souhait, est-ce que vous avez, vous, une attente, une urgence, au-delà des conditions de travail, sur le sujet police? Est-ce qu'il y a un autre point que vous vouliez aborder qu'on n'aurait pas traité là? L'autre urgence, c'est évidemment d'améliorer le lien police-habitant. C'est là aussi l'autre urgence. Alors comment est-ce qu'on fait pour améliorer le lien police-habitant? C'est, comme je l'ai dit, une indépendance de l'IGPN, c'est une meilleure formation des policiers, parce qu'aujourd'hui, dans mon cas, elle a été de 3 mois seulement. Pour les gardiens de la paix, elle était d'1 an auparavant. Aujourd'hui, on est passé à 8 mois. Donc évidemment, tout ça, c'est trop court. C'est une meilleure formation sur les violences conjugales, parce que ça, c'est évidemment insuffisant. Je pense que sur ce sujet-là, la police a 10 ou 15 années de retard. C'est aussi de tendre, oui, vers, comment dire, la restauration du lien police-habitant, elle passe par simplement que des policiers en uniforme dans la rue puissent discuter sereinement avec des gens. Et ça, on n'apprend pas ça en école de police. On est dans quelque chose de très répressif, on est sous pression, etc. Discuter tranquillement, voilà. Ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais pourtant ça paraît tellement essentiel. Moi je pense qu'il faudrait songer à nouveau à un rétablissement de la police de proximité. C'était pas, peut-être pas quelque chose qui était une panacée, mais en tout cas ça permettait quand même une amélioration, puisque les habitants du quartier connaissaient les policiers, et les policiers connaissaient les habitants du quartier. Aujourd'hui c'est pas le cas.